Vous rejoindre à la une de l'actualité, les collectivités locales s'investissent dans la promotion de structures sportives. Un exemple ce matin dans la commune d'El Mouradia à Alger. À Ilizi, en prévision des prochaines élections communales, les partis s'activent pour collecter et déposer les signatures dans les délais impartis. Dans le dossier de la santé, on revient sur la silicose, cette maladie pulmonaire provoquée par l'inhalation de particules de poussière de silice. Le portrait d'un tailleur de pierre dans cette édition entre patients et risque de mort. Bienvenue à tous. L'écoute, l'accompagnement et l'identification des besoins des jeunes constituent l'une des priorités du gouvernement. La constitutionnalisation du Conseil supérieur de la jeunesse, un acquis qui permettra de répondre aux attentes et besoins de cette génération. La culture, un autre secteur auquel le gouvernement prête un intérêt particulier dans son plan d'action. Amélie Siridir. La promotion de la jeunesse, un objectif majeur du gouvernement qui veillera à promouvoir une démarche fondée sur la mobilisation des énergies de cette catégorie de la population et sa contribution au processus de développement national dans tous les domaines. Le gouvernement œuvrera à réunir l'ensemble des conditions requises pour la libération des énergies des jeunes et leur émancipation à travers les politiques liées à l'éducation, à la formation et à l'emploi, à son implication dans le mouvement associatif, à la culture et la pratique sportive. La prochaine mise en place du Conseil supérieur de la jeunesse permettra aux représentants de cette catégorie de promouvoir des approches nouvelles pour associer la jeunesse à la construction du pays et pour répondre aux attentes et besoins de cette génération, dont notamment la pratique sportive et l'amélioration de l'offre en infrastructures de base. Le gouvernement algérien n'a ménagé aucun effort pour promouvoir le sport. En témoignent les réalisations accumulées depuis l'an 2000 avec notamment 44 stades omnisports, 320 salles, 115 piscines et 605 complexes de proximité, portant ainsi leur total à 648 infrastructures. L'État est décidé à poursuivre ses efforts de réalisation de grandes infrastructures sportives pour garantir la réussite des événements prévus en Algérie à court et à moyen terme, à savoir les Jeux africains de la jeunesse 2018 et les Jeux méditerranéens de 2021 prévus à Oran. Un accent particulier est accordé également à la promotion du secteur de la culture qui a connu ces dernières années un saut qualitatif en matière d'infrastructures, dont l'une des plus importantes réalisations, l'Opéra d'Alger. Le gouvernement vise également à promouvoir l'activité culturelle à travers notamment la préservation de l'héritage culturel national et la promotion de la culture algérienne à l'échelle mondiale. Le sport également une des priorités du gouvernement pour satisfaire les besoins des jeunes. Les enfants d'El Mouradia, par exemple, vont bientôt se remettre au sport. Et oui, en quelques années, la commune a vu l'émergence de 3 nouvelles structures, des salles omnisports destinées à redorer le blason de certaines disciplines sportives délaissées depuis plusieurs années. Mokhtar Hamani. Le stade mythique Lamrani, transformé en salle omnisport, un rêve qui devient réalité pour les 23 000 habitants de la commune d'El Mouradia, dont l'atout jeunesse est fortement représenté. Plus de 65% de jeunes attendaient cet acquis infrastructurel. Elle est splendide, elle est très belle, elle est adéquate au quartier. Le quartier, il renferme beaucoup de jeunes. Les générations الجايين يلقاو صالة يطيروا فيها يلعبوا فيها يرسفوا فيها وما يلقش الغاشي اللي برا الدوران باطل منا ومنا يجوا هنا يديروا سبور. حاجة مليحة لينا وللدراري صغار الحمد لله يا ربي. هذه بلاصة هذه كما يقولوا كانت بكري خزان تاع الفريق الوطني كرة السلة والاخر وراحت صح حنا هملوها شوية المسؤولين الأولين والآخرين. دونك إن شاء الله مع هذوما إن شاء الله ربي يوفق تعاود تولي إن شاء الله. Vêtue de vert et de noir, la salle Lamrani servira de structure d'accueil pour l'un des plus anciens clubs algériens, le Rama, créé par le shahid Didouche Mourad. On est là, c'est pour l'éternité, on fait tout. Vous voyez d'ailleurs les couleurs du stade, c'est le vert et le noir. Didouche est présent dans tous les cœurs des enfants d'El Mouradia. C'est un projet qui date depuis une quarantaine d'années. Parce qu'il y a un problème d'accessibilité. Il se trouve dans le cœur de la redoute. Vous savez, c'est des ruelles de 4-5 mètres. Nous avons changé tout le plan de circulation de la commune. Nous avons démonté les trottoirs, les poteaux pour qu'il y ait une accessibilité pour le grand tonnage. Alhamdoulilah, le projet a été réalisé.
Pas loin de là, une autre structure de 3 étages construite dans des conditions extrêmement difficiles et qui sera consacrée au sport de combat. Avec les intensités, on va revenir avec la salle ou l'Amrani. Je parle du club. Au salle judo, on va revenir parce qu'on est champion arabe, on a des champions d'Afrique, on a des champions arabes, filles et garçons. Donc on a 600-500. Avec le retour de la salle, on peut prendre plus de monde. Et on n'est pas au bout de nos surprises, puisqu'une autre belle salle omnisport égayera très prochainement le paysage sportif de la commune. 3 salles de sport avec une enveloppe financière fièrement affichée par les responsables du secteur. Nous avons la salle Rama. Le coût il y a 6 milliards. Nous avons une autre salle, la salle Amrani, qui porte le nom du martyr Al-Amrani. Le coût il y a 8 milliards. وعندنا هاد لا سال انا فيها actuellement في la salle Abdelkader Sellal. Le coût il est à 22 milliards. Donc le coût total il est à 36 milliards de centimes. Et comment ne pas résister à l'envie d'augmenter le nombre de pratiquants une fois les structures prêtes à les accueillir? Nous avons entre 9 000 et 11 000 enfants scolarisés et le taux de participation à une activité sportive depuis de très longues années n'a jamais dépassé les 10%. Donc aujourd'hui, nous sommes rassurés, nous sommes convaincus et nous attendons avec impatience le retour au bercail. Ainsi, après l'ouverture de ces 3 salles, le sport connaîtra certainement un nouvel essor dans la commune d'El Mouradia. Dans l'actualité électorale, la collecte des signatures en prévision des prochaines élections communales se poursuit. Un exemple aujourd'hui dans la wilaya d'Ilizi où les partis s'activent pour collecter et déposer les signatures dans les délais impartis. Farah Hamadesh. Les préparatifs pour les élections locales du 23 novembre prochain se poursuivent à un rythme soutenu dans plusieurs wilayas du pays. Comme ici à Ilizi, collecte de signatures et finalisation des dossiers de candidature avant la date butoir. Jusqu'à ce jour, nous avons réuni 85% des signatures nécessaires pour déposer notre candidature et les citoyens qui nous ont soutenus l'ont fait par conviction. Ils sont 18 partis politiques en lice pour les élections d'APC et API dans la wilaya d'Ilizi. Nous avons reçu les formulaires de signature individuelles au profit des listes de candidats à ces élections locales. Dans la wilaya d'Ilizi, sur les 18 dossiers déposés par des formations politiques, 10 concernent les élections communales et 4 dossiers concernent les élections wilayales. Les différents partis politiques ont jusqu'au dimanche 24 septembre prochain, dernier délai pour déposer leur dossier de candidature. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben-Ghbrit, a insisté hier sur l'importance d'assurer la disponibilité des livres scolaires dans tous les établissements éducatifs à l'échelle nationale. Hasna Zoubiri. متوسط وش من الكتابات اللي كاين اللي ما كاين اسلاميه كاين عربيه مازال ما خرج وفرونسي ما على بالهم شنو يديروا القديم ولا جديد هما هكذا قالوا لنا وعلوم فيزيك كاين قرا بريمير كاين في الليسي لا كاين كتابات ولا ما كاين رحنا دركا ما صبناش ما فهمناش على اما الكتابات كاع مرأزة سنه اولى متوسط لقيت الكتابات ولا عندنا كاع الكتابات عطاونا كاع الكتابات كامل الكتابات من تلكم قرا بريميراني في الليسي اما شعبة آداب لقيت كاع الكتابات لقيتهم كاع ما عندكش ما شويه غاليين وشو ناقصين شويه. Une semaine après la rentrée scolaire, les parents d'élèves sont toujours à la recherche du livre scolaire, un problème qui prend de l'ampleur dans certains établissements, ce qui suscite l'inquiétude des parents. خلل في التوزيع هذا حب يقول في لاشيمينمون دي ليفر وفي بعض الأحيان المدارس ما راهيش تبيع لأن المعلومات اللي عندنا يقولوا باللي لي زانتوندون ما راهمش يخدموا سوا راهم اون غريف نون ديكلاري سوا ما كاش لانتوندون في المدرسة. L'Office national des publications scolaires assure et affirme avoir distribué tous les livres scolaires sur plus de 27 000 établissements scolaires, à l'exception du livre des mathématiques pour les élèves de la 3e année moyenne. نطمئن الأولياء
Nous rassurons les parents qu'aucun élève ne sera privé du livre scolaire. Nous avons en effet constaté certaines insuffisances sur le terrain qui reviennent à plusieurs paramètres, notamment un dysfonctionnement dans la distribution du livre scolaire, mais aussi il y a eu à cette rentrée scolaire 30 nouveaux livres. Tous les livres devront être distribués d'ici 2 semaines. On n'a pas eu suffisamment de temps car la nouvelle méthodologie est sortie en début de cette année. Et pour éviter ce problème à l'avenir, le ministère de l'Éducation nationale promet de distribuer les livres avant les vacances d'été de 2018 et a commencé d'ores et déjà l'impression des nouveaux livres des classes de 5e année primaire et 4e année moyenne. Khaled Atmani, tailleur de pierre depuis 1999 dans la région de Tkouka Betna, il parle de son métier avec passion, mais surtout avec regret compte tenu du danger de mort qui le guette, à savoir la silicose. Saïda Mayouf. Si par le passé la taille de la pierre était une pratique très répandue chez les habitants de la localité de Tkout, à 100 km au sud de Batna, aujourd'hui les choses n'ont guère changé, bien au contraire. Ce métier attire de plus en plus de jeunes. Khaled est tailleur de pierre depuis 20 années déjà. Son métier, il l'aime par-dessus tout. Il allie patience et persévérance et façonne la roche à la perfection sans omettre le souci du détail. J'ai commencé à tailler la pierre à l'âge de 25 ans, en 1999. J'ai fait différentes wilayas, 26 en tout, mais je me suis stabilisée ici pour éviter les tracas des déplacements. Mon père exerçait déjà ce même métier et je l'ai suivi. Khaled n'est pas sans savoir que ce métier est de plus en plus dangereux et que les médecins sont formels là-dessus. La pierre contient de la silice qui représente un danger de mort irrémédiable. J'ai même découvert une tuberculose cérébrale, rénale. Et la plupart, c'est des complications pulmonaires. Exemple, le pneumothorax, c'est-à-dire une perforation de la plèvre. La plèvre, c'est la couverture très fine qui couvre le poumon. On a toutes sortes de complications qui font d'un malade qui est un malade qui doit être assisté. Le praticien Dr Rahmani m'a ausculté et en lisant mon scanner, il m'a demandé d'arrêter d'exercer rapidement, en 2006 déjà. D'ailleurs, je ressens des douleurs pulmonaires. Mon cousin, lui, est décédé avant le mois de Ramadan. Il était tailleur de pierre, mais je ne peux pas arrêter pour des raisons financières. J'ai une famille à nourrir. Même si les artisans tailleurs de pierre perpétuent cette tradition de père en fils, Khaled, lui, continue malgré tout d'exercer, mais la douloureuse vérité reste omniprésente. Ils ont certes ce métier dans la peau, mais à quel prix? Ces tailleurs de pierre de la ville de Tkout et comme Khaled continuent d'exercer leur métier et d'assouvir leur passion en faisant abstraction, et ce pour diverses raisons, du danger potentiel qui les guette, à savoir la silicose. Quelles sanctions seront imposées sur le Royaume du Maroc? C'est l'interrogation de la députée européenne Paloma Lopez qui a interpellé la Commission européenne compte tenu de la violation systématique des droits de la population sahraoui par les autorités occupantes, s'adressant à la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini. Par ailleurs, le diplomate sahraoui Sidi Mohamed Omar a mis en avant à Genève le rôle important du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU et leur responsabilité quant à l'impératif d'organiser un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé des pas immédiats pour faire cesser la violence en Birmanie. Les 15 membres du Conseil se sont réunis hier à huis clos pour la première fois depuis le début en août de l'exode de la minorité musulmane Rohingya. Bouchra Boali. Selon les estimations de l'ONU, ils sont 380 000 Rohingyas, pour la plupart des enfants, à se masser dans des camps de fortune au Bangladesh depuis les violences du 25 août en Birmanie. Fuyant ce que l'ONU a qualifié de nettoyage ethnique, femmes, enfants et vieilles personnes continuent de souffrir le martyre en dépit des appels de l'organisation onusienne à faire cesser les opérations militaires contre la minorité Rohingya.
Face à l'impuissance de l'ONU à mettre un terme à ce drame, en se contentant d'une réunion à huis clos, des milliers d'autres Rohingyas seraient toujours sur les routes pour échapper à la répression. N'ayant pas la capacité d'absorber les centaines de milliers de réfugiés s'entassant dans la région de Cox's Bazar, à sa frontière avec la Birmanie, le Bangladesh se retrouve confronté à une grave crise humanitaire et conteste la version officielle de la Birmanie selon laquelle les Rohingyas établis là, souvent depuis des générations, sont des Bangladais. Très critiquée sur la scène internationale pour son absence de solution à la crise et son silence sur le drame des Rohingyas, la dame de Rangoon, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, devrait sortir de son mutisme le 19 septembre prochain. De son côté, l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan démonte tout lien avec le terrorisme international et dit avoir pris les armes pour défendre les droits bafoués de la minorité musulmane Rohingya de Birmanie. 25 personnes, pour l'essentiel des élèves, ont été tuées dans un incendie ce jeudi d'une école religieuse à Kuala Lumpur, l'un des pires drames de ces dernières années en Malaisie, selon un responsable des services d'incendie et de secours sur place. Le feu s'est déclaré peu avant l'aube dans l'école située dans le quartier de Datuk Keramat à majorité malaise. Après un siècle d'attente, Paris triomphe enfin en décrochant officiellement l'organisation des Jeux Olympiques 2024, tandis que Los Angeles a hérité des JO 2028. Les 84 membres votants du CIO ont validé à l'unanimité et à main levée cette double attribution hier lors de la 131e session du Comité international olympique à Lima. Retour en Algérie, à Béjaïa, où se tiennent les 15e journées cinématographiques. Les réalisateurs ont quitté la salle obscure le temps d'une rencontre, d'échange et de partage d'expériences. Notre correspondant sur place, Amir Nebesh, en a rencontré quelques-uns. Reportage. La place du 1er novembre à Béjaïa est le meilleur endroit pour siroter son thé en profitant de la douceur du climat et de la beauté de la vue. Mais pour les professionnels du cinéma, c'est aussi un endroit de rencontre et d'échange autour de leurs projets. Les soucis, tout ce qu'il peut dire, je peux épouser ses propos. Hamid Ben Amra est un réalisateur algérien vivant en France, un passionné de la photo et de la caméra. Pour lui, venir en Algérie, c'est participer au développement culturel de notre pays et transmettre à la jeune génération son expérience et ses connaissances. Le talent, la créativité et l'intelligence sont ici, en Algérie. Il suffit juste d'injecter un peu de moyens pour que ça s'enflamme. Et la lumière ne peut venir que lorsqu'on s'en occupe. C'est un feu qu'il faut entretenir. Il est venu à Béjaïa avec son documentaire intitulé Hizam, une incursion dans le monde des femmes danseuses venues des 4 coins du monde. Hizam, c'est un film d'amour où je m'expose, où je raconte des bouts de vie. Je fais allusion à un autre film précédent. Hizam, c'est mon rapport avec les femmes, tout ce qu'elles m'ont appris. Donc je suis redevable. C'est ça Hizam. Pour Pierre Menaam, un expert en vente internationale, en coproduction, transmettre aux jeunes, c'est une passion. Et venir en Algérie pour encadrer des jeunes talents, c'est un pur bonheur. Moi je fais une journée de formation en quelque sorte sur les métiers de la coproduction internationale et de la diffusion internationale. Donc Amine m'a proposé de venir animer ce qu'il appelle le laboratoire Béjaïa, qui est en 2 parties. Il y a la partie film, ils ont sélectionné 4 projets en production. Donc encore une fois 2 Tunisiens, un Algérien, un Marocain, à qui, donc j'en fais partie du jury, on est 3 dans le jury, à qui on va en choisir un des 4, qui recevra un prix sous forme d'une bourse, sous forme de résidence d'écriture et de l'argent. Les journées cinématographiques de Béjaïa, des rencontres humaines, des découvertes artistiques et une réelle contribution au développement culturel en Algérie. Cinéma, toujours projection à la salle Ibn Khaldoun du documentaire Au cœur de la guerre de la libération d'Algérie, un film réalisé par Saïd Olmi qui retrace l'histoire de la mission du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, durant la guerre d'indépendance. Yazid Aït Mahidine.
Quelle a été l'action humanitaire du CICR pendant la guerre de libération d'Algérie? C'est ce que raconte ce film. Historique, ce premier documentaire intitulé « L'humanitaire au cœur de la guerre de libération » projeté hier à la salle Ibn Khaldoun. Pierre Gaillard, la chouvi ouvrière du CICR, a donné à cette œuvre toute sa dimension humaine et universelle. Pierre Bugnan, historien et membre du CICR, restitue les éléments de cette présence du CICR durant la guerre d'indépendance. Ce documentaire est important et il est précieux parce que les producteurs ont recueilli différents témoignages qui permettent d'éclairer cet aspect de l'histoire nationale de votre pays, cet aspect de la guerre, et ils ont recueilli le témoignage de personnes âgées dont malheureusement 2 déjà nous ont quittés depuis que le film a été fait. Ce documentaire, rythmé par le témoignage concis et juste, est rehaussé par un florilège de documents archivés au CICR de Genève. Résultat, vérité historique et tant d'émotions. Ce documentaire reflète les éléments principaux de l'action du CICR, c'est-à-dire les visites de lieux de détention, de camps, de prisons. Je rappelle que le CICR a effectué 490 visites de centres d'internement, prisons, camps militaires ici en Algérie et quasiment 100 à des détenus algériens en France même. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est que finalement, en fait, la guerre de libération en Algérie a été à l'origine d'une grande partie du droit actuel, en fait, qui maintenant rayonne dans le monde, qui permet de quand même protéger de nombreuses victimes de guerre. Je trouve que c'est quand même un film très émouvant. Et M. Gaillard, on voit qu'il était connu par tous, alors on pense que c'était un homme qui a été clé dans le bien-être de tous les prisonniers, etc. La guerre de libération nationale, de par son attachement à l'esprit de la Convention de Genève, a permis le développement des autres protocoles relatifs au droit international humanitaire. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laridi. Excellente suite des programmes sur notre chaîne.